Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un grand film, un très grand film. Dans son temps, en 62, fut un événement avec Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Anthony Quinn, et j'en passe, c'est Laurence d'Arabie. Allez, c'est parti. Allez. Alors, Laurence d'Arabie ou Lawrence of Arabia, c'est un film britannique réalisé par David Lean et sorti en 1962. Il s'inspire de la vie de l'officier et écrivain britannique Thomas Edward Lawrence, surnommé Laurence d'Arabie, dont le rôle est interprété par l'acteur Peter O'Toole. C'est une adaptation du récit autobiographique Les 7 piliers de la sagesse, qui se concentre principalement sur la participation de Lawrence à la grande révolte arabe de 1916 à 1918. Grand succès critique et commercial à sa sortie, le film reçoit par ailleurs de nombreuses distinctions, dont 10 nominations aux Oscars 63. Il en remportera 7, notamment celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, les deux plus importants pour moi des Oscars. Meilleur réalisateur et meilleur acteur, ils auraient pu donner pour Peter O'Toole ou Alec Guinness, j'aurais vu, mais bon, ouais, bref. Laurence d'Arabie est considéré comme l'un des films majeurs du 7e art. Il a notamment été élu en août 2004 meilleur film britannique de tous les temps par plus de 200 personnes interrogées dans un sondage du Sunday Telegraph sur les plus grands cinéastes britanniques. Il a également propulsé les acteurs Peter O'Toole et Omar Sharif au rang de légende du cinéma. Le film a participé à la construction de la légende de l'officier Thomas Edward Lawrence, mais révise aussi le mythe. Le synopsis. En 1935, au Royaume-Uni, l'officier britannique Thomas Edward Lawrence roule à vive allure avec sa moto Broad Superior. Il décède d'un terrible accident après une sortie de route. À la sortie de ses funérailles à la cathédrale Saint-Paul de Londres, un journaliste interroge plusieurs personnes afin d'en savoir plus sur la vie de T.E. Lawrence. Pendant la Première Guerre mondiale, Thomas Edward Lawrence est lieutenant de la British Army. Il est réputé pour son attitude extravagante. Malgré l'opposition du général Archibald Murray, M. Dryden, du bureau arabe, l'envoie auprès du shérif arabe Faisal ibn Hussein, qui se révolte contre les Turcs de l'Empire ottoman. Malgré l'avis du colonel Brighton, Lawrence va se prendre au jeu de cette révolte arabe, notamment après la marquante bataille d'Aqaba en 1917. Il commence à intéresser les médias et devient peu à peu une légende dans les rangs arabes. Il va réussir à fédérer plusieurs tribus d'Arabie, dont les Owayyat, Daoua Abu Taï. Lawrence va les pousser à fonder une nation arabe indépendante et moderne. Voilà pour ce qui est du synopsis d'un film qui dure quand même 218 minutes pour la version normale. 228 minutes pour la version
Director's Cut, qui est sorti en 1989, et 227 minutes pour la version restaurée de 2012. C'est un film qui a été tourné en couleur Technicolor, en 2/20, en Super Panavision 70. Voilà, ils ont mis les moyens. Hein. Donc c'est du 70 mm, hein. Pas du 35 mm. Son stéréophonique 6 pistes, avec le système RCA Sound Recording. Et donc on a dit qu'on était sur une pellicule de 70 mm. Et non pas 35 pour la plupart des films. C'est un film avec un budget de 15 millions de dollars, ce qui est peu pour le nombre de figurants et de grands acteurs qu'il y a dans ce film, mais qui à l'époque était un gros budget. Hein. On est en 1962. Je vous le rappelle. Donc, à la direction artistique, on a John Stoll sous la direction de John Box. À la musique, on a quelqu'un qu'on connaît, puisque c'est le père d'un de nos grands musiciens. C'est Monsieur Maurice Jarre, père de... Je ne sais plus son prénom, Jarre, qui fait de la musique électronique, qui a fait Popcorn, etc. Et donc c'est Maurice Jarre à la musique. Ça parle anglais, arabe et turc dans le film, dans la version originale, bien sûr, hein, non redoublé, qui était doublé ensuite, évidemment. C'est sorti au Royaume-Uni le 10 décembre 62 en avant-première mondiale à Londres, et en France le 15 mars 63. Peter O'Toole y joue Thomas Edward Lawrence, Alec Guinness, le prince Faisal Ibn Sen, Anthony Quinn y joue Oda Ibu Tayi, Jack Hawkins, le général Edmund Allenby, Omar Sharif, shérif Ali Ibn El-Karish. On a beaucoup de bons acteurs, Arthur Kennedy, Donna Wolfit, Gamil Gratlib, Zia Moeddin. Enfin bon, on a que du bon monde dans la distribution. L'idée de départ remonte avant la mort accidentelle de Thomas Lawrence. En effet, le producteur, Alexander Korda, aimait à l'époque le souhait de réaliser une biographie. Mais Lawrence n'est pas intéressé. Après la mort de ce dernier, Korda relance le projet sans succès. La perspective d'alliance entre le Royaume-Uni et la Turquie face à l'Allemagne nazie, empêchant de parler des Ottomans comme le film devait le faire. Au début des années 50, Harry Cohn, alors à la tête de Columbia Pictures, récupère le projet. Après le refus de Michael Powell, Cohn propose le film à David Lean, qui au même moment reçoit la proposition de l'auteur Terence Rattigan, qui écrit une adaptation théâtrale de Laurence d'Arabie. Cohn décédant en 1958, le producteur Sam Spiegel décide de monter un partenariat avec la Columbia, et avec David Lean, il convainc le professeur Arnold Lawrence, frère de Thomas, de leur vendre les droits du livre Les 7 piliers de la sagesse, écrit par le défunt officier Thomas Lawrence, on l'a dit, durant son expédition dans la péninsule arabique, à condition de lui présenter le scénario final pour un accord définitif. Michael Wilson est embauché après son travail sur le script du pont de la rivière Kwai, que par ailleurs, victime du macartisme, il a écrit dans l'ombre. Il commence alors à écrire une ébauche le 20 septembre 1959, dépeignant Lawrence comme un officier occidental cynique et opportuniste. En voyant cette première version, Arnold Lawrence revend les droits à Sam Spiegel pour la somme de 22 500 livres. Wilson passe 1 an à peaufiner le script et les dialogues, mais lorsque David Lean, après avoir été écarté par divers problèmes de production,
prend connaissance du script de 400 pages en décembre 1960. Il reproche à Michael Wilson de ne pas avoir assez romancé l'histoire de Lawrence, imposant à celui-ci sa personnalité dénuée de scrupules, l'escamotage de son masochisme, voire sa probable homosexualité. N'acceptant pas les exigences de Lynn, Wilson tire sa révérence. Cependant, une partie de sa version est conservée, entre autres la scène d'ouverture sur l'accident de Lawrence. Sam Spiegel fait appel à Robert Bolt, connu comme l'auteur de la pièce Un homme pour l'éternité, pour remanier le scénario de Wilson. D'abord réticent à cause de sa trop grande expérience de dramaturge, il finit par accepter lorsque le producteur lui offre un cachet de 10 000 livres pour 7 semaines de travail. Les rôles. Alors, après avoir auditionné Haber Finlay, le jugeant pourtant trop jeune pour le personnage de Lawrence, puis proposer le rôle à Marlon Brando, qui a préféré s'engager sur Les Révoltés du Bounty de Lewis Milestone, David Lean choisit finalement Peter O'Toole, après l'avoir remarqué dans Le jour où l'on dévalisa la Banque d'Angleterre, où l'acteur incarnait un militaire benet. Cependant, O'Toole ne se montre pas très intéressé dans un premier temps, déclarant même « Tout le monde sur Terre voulait jouer ce rôle, sauf moi ». Pour se préparer, il consulte des photos de Lawrence, puis se teint les cheveux. Par surprise, Peter O'Toole se retrouve confronté à des témoins ayant connu le véritable Lawrence. Ceux-ci auraient pu confondre le personnage authentique et le comédien s'il n'était pas question d'une différence de taille. Lawrence mesurait 1,65 m, ce qui reste loin du 1,88 m de O'Toole. Dans le rôle du shérif Ali, partiellement fictif, David Lean contacte l'acteur allemand Horst Buchholz, mais ce dernier préfère s'engager sur le film 1, 2, 3 de Billy Wilder. Par la suite, Sam Spiegel propose le rôle à Alain Delon, qui malheureusement a d'autres projets. Après s'être rabattu sur Maurice René, Spiegel repère Omar Sharif, qui est déjà une vedette au Proche-Orient, et finalement le choisit. Revenant tout juste du tournage de Barabbas, Anthony Quinn accepte le rôle d'Odaï Boutaï contre la somme mirobolante de 400 000 $. Ça fait un gros coup pour la production, ça. Bien décidé à faire forte impression, Quinn se présente en Jordanie, où les prises de vue ont démarré, affublé d'une barbe postiche et d'un faux nez. De vieux figurants arabes prennent l'acteur sortant de sa tente pour le véritable Oda, tant il ressemble à son personnage. Le réalisateur lui-même ne le reconnaît pas. David Lean retrouve son acteur fétiche, Alec Guinness, ainsi que Jack Hawkins, après les avoir dirigés dans Le pont de la rivière Kwai. À noter que ce film ne comprend aucune actrice. Tous les personnages du film sont masculins. Le tournage. Le tournage commence le 15 mai 61 en Jordanie. Peter O'Toole s'y trouvait depuis un mois, le temps d'apprendre à monter un chameau et à s'habituer à la température locale. Lorsqu'il se chevauche sa monture, laquelle est couverte de puces, puis chauffée par une température moyenne de 50 degrés, l'acteur en redescend les cuisses en sang. Pour soulager son postérieur, il recouvre la selle en bois d'une couche de caoutchouc qu'il s'est procurée à Beyrouth. Les séquences de désert sont filmées à Almeria, en Espagne, mais aussi en Jordanie. Le roi Hussein ayant mis à disposition l'armée jordanienne pour les plans avec de nombreux figurants. Ainsi, environ 10 minutes de scène, vers 1h, 1h35, sont tournées notamment à Wadi Rum, à proximité des rochers des piliers de la sagesse, peu après 20% du film. La scène du Cairo Great Britain Army Headquarters
est quant à elle filmée à Séville, sur la place d'Espagne. D'autres séquences sont tournées au studio Texas Hollywood, ainsi qu'au parc national de Doñana. David Lean subit beaucoup de problèmes au quotidien. Les pentes doivent être filmées entre 8h et 11h du matin, la chaleur devenant trop accablante par la suite. Roy Stevens, l'assistant réalisateur, a affirmé que le négatif chauffait devant la caméra. De ce fait, le directeur de la photographie, Freddie Young, a équipé les caméras d'une ombrelle pour éviter qu'elles ne chauffent davantage, et une fois les scènes en boîte, le film était rangé dans un camion réfrigérant réservé à la base pour la nourriture. Lean se heurte également à un autre souci technique, veiller à ce que le sable soit vierge. En effet, un jour où une scène est tournée, une tasse qui a été jetée passe devant l'objectif, laissant même des traces derrière elle. Le chef accessoiriste Eddie Foley met donc au point un système de balayette accroché à des tiges qui nettoie le sable et reconstitue les stries. Foley réalise aussi le trucage pour la scène où l'un des compagnons de Lawrence s'est aspiré dans des sables mouvants. Il fabrique puis enterre une boîte dans laquelle il s'introduit, au risque de s'étouffer, pour tirer le garçon par les pieds. Comme à son habitude, David Lean a tendance à se présenter sur le plateau sans avoir la moindre idée de la façon dont il doit filmer la scène, au point même de faire patienter ses acteurs, selon les dires d'Omar Sharif. Le tournage prend donc beaucoup de retard, ce qui provoque la colère du producteur Sam Spiegel. Par ailleurs, David Lean ne sympathise pas avec ses comédiens en dehors du travail, craignant que cela l'empêche de les diriger le jour suivant. Le tournage est interrompu le 17 septembre 1961 en raison de l'arrestation de Robert Bolt à l'issue d'une manifestation pour le désarmement nucléaire à Trafalgar Square. Il est condamné à 3 mois de prison, mais Sam Spiegel fait tout pour faire libérer son collaborateur afin que celui-ci puisse achever le script. Après la tempête, puis un détour à Londres pour regarder les rushs, David Lean reprend le tournage le 18 décembre à Séville pour tourner les scènes censées se dérouler à Damas, Amman, Jérusalem et Déra. Lors du tournage de la séquence de l'assaut contre Aqaba, Peter O'Toole tombe de sa monture, mais grâce à son chameau qui se positionne au-dessus de lui, évite le piétinement. Le manque de raccord extérieur avec le désert contraint la production à se rendre au Maroc, principalement dans les régions de Ouarzazate et Agz, en juin 1962. La séquence de fin où Lawrence fait ses adieux au désert est filmée sous une canicule insupportable. Peter O'Toole joue sa scène avec les pieds dans un seau de glace. Le tournage s'achève finalement le 21 septembre 1962. Assisté de sa chef monteuse Anne V. Kotz, David Lean passe 2 mois sur le montage du film, travaillant 16 heures par jour. Ils réduisent les rushs à un montage de 222 minutes pour certains passages, dont l'un avec Laurence soufflant sur une allumette peu avant le lever du soleil. Lean s'inspire des techniques de la nouvelle vague française de l'époque. Pour la musique, à l'origine, David Lean souhaitait engager le compositeur Malcolm Arnold, oscarisé pour Le Pont de la rivière Kwai, ainsi que William Walton. Mais après avoir regardé un premier montage du film, les 2 hommes déclinent l'offre, ne croyant pas trop à cette épopée. Sam Spiegel pense alors au compositeur Maurice Jarre, qui vient de travailler sur la musique des Dimanches de Ville d'Avray. Jarre trouve le thème du film lyrique et puissant, s'inspirant librement du concerto pour piano d'Édouard Lalo. Gagnant l'estime et la confiance de Lean, Maurice Jarre passe 6 semaines à écrire l'intégralité de la partition, ne dormant que 2 à 3 heures par nuit. La musique est orchestrée par Gérard Schurman et interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Londres
sous la direction d'Adrian Boult. Le film reçoit des critiques globalement très positives. Sur Rotten Tomatoes, c'est 97% d'opinions favorables pour 89 critiques, avec une note de 9,30 sur 10, avec comme consensus l'épopée de toutes les épopées. Lawrence d'Arabie confirme le statut du réalisateur David Lean dans le panthéon du cinéma, avec près de 4 heures de grande envergure, des performances brillantes et une belle photographie. Métacritique, il obtient carrément un 100%. Je crois que j'ai pas vu d'autres films avec un 100% sur Métacritique, avec une base de 8 critiques. En France, le film obtient une note de 4,4 sur 5 sur Allociné, avec 5 titres de presse. Paul Senjinsen du Télérama a écrit notamment du très grand spectacle qui égale Spartacus ou Barabbas. Dans les cahiers du cinéma de juin 63, Michel Mardor écrit notamment « Il faut une bonne dose de frivolité, de manque d'imagination pour s'ennuyer à la projection d'un tel film. » Jean Rochereau du journal La Croix décrit quant à lui le film comme un très somptueux western des sables. Dans Le Monde, Jean de Baron de Celly écrit notamment des personnages fermement dessinés, du mouvement, du suspense, une réalisation fastueuse, nous sommes comblés. En russe, mais la traduction automatique est possible, l'article Défilé de curiosité de Sergei Anachkin, dans le numéro 3 du Nouveau Kino, en mars 1999, consacre un paragraphe assez important à ce film. Lawrence d'Arabie sur le 10 décembre 1962 aux États-Unis, ayant coûté en tout 15 millions de dollars. Il leur rapporte environ 70 dans le monde, plus de 37 rien qu'aux États-Unis. Mais le film est jugé trop long et a amputé 35 minutes de scène. En France, le film attire plus de 5 712 000 spectateurs, c'est beaucoup, hein. C'est le 3e meilleur film au box-office annuel français. Le succès commercial du film se prolongera grâce à plusieurs ressorties à travers le monde en 89 et en 2002. Bien que Peter O'Toole et Omar Sharif repartent sans aucune statuette, comme on a dit tout à l'heure, le film remporte pas moins de 7 Oscars en 63. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure direction artistique, meilleure photo, meilleur montage, meilleure musique, meilleur son. Voilà pour les Oscars. Et je vous parle pas des Golden Globes et des British et des etc., etc. Il avait été nominé, Peter O'Toole, pour l'Oscar du meilleur acteur, et Omar Sharif aussi pour meilleur acteur dans un second rôle, mais il n'a pas eu la statuette. Voilà. La version longue, une version remontée Director's Cut, a été présentée au Festival de Cannes 89, comportant 21 minutes inédites supplémentaires. Le DVD original du film contient cette version longue, mais les scènes supplémentaires sont en version originale sous-titrée. À l'occasion de son 50e anniversaire, le film fut entièrement restauré par Sony pour une sortie en Blu-ray à partir du nouveau montage de 89. Cette version fut présentée lors du Festival de Cannes 2012 à Cannes Classics le 19 mai 2012. Le Blu-ray contient un doublage partiel pour les scènes restées jusqu'ici en version originale sous-titrée sur le DVD du film. Ce doublage avait été effectué pour un passage télévisé du film en 92. Les dialogues ajoutés ont été doublés 30 ans après la sortie du film par de nouveaux comédiens, à l'exception de Jean-Claude Michel et Yves Brainville, dont la voix a nettement vieilli. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire pour ce film. Un grand film à voir, une grande épopée, comme les 10 commandements. Ça fait partie des grands classiques à voir, au moins une fois dans sa vie.
C'est long en général, mais il y a plein d'actions et on s'ennuie pas, je vous assure. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et vous abonner au podcast pour pas louper le prochain épisode. Et ça m'aide beaucoup à faire remonter le podcast dans le classement Apple Podcast, ce qui est important pour moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie. Et mamie Tremblant, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tremblant, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.